Nous ne sommes pas des professionnels des médias, et nous ne souhaitons pas le devenir. En écoutant cette série, vous comprendrez pourquoi nous avons voulu conserver l'anonymat. Si nous vous proposons ce podcast aujourd'hui, c'est pour soutenir Camille, qui a animé un podcast pendant 10 ans avant d'être censuré. Nous avons cherché à reconstituer son récit grâce à ses archives et grâce à ses notes. Nous n'interviendrons que lorsque des éléments seront manquants et indispensables pour comprendre ce qui a pu se passer. Je précise pour ma part que je suis une comédienne qui a été recrutée pour réaliser cette introduction et que j'ignore qui est mon employeur. Mais Camille, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas là. T'es une fille trop chouette, je suis une auditrice assidue de ton podcast, ça me fait beaucoup de bien de l'écouter. Et là maintenant, ce que tu fais avec l'histoire de Julien, je comprends pas. Ça me rend triste, j'ai limite peur en t'écoutant. Franchement, j'ai peur. J'écoute pas ton podcast pour ça. Ce type, Julien, on lui a menti à lui aussi, c'est sûr. S'il fait ça, c'est parce qu'il a été victime lui aussi. Il envoie un message. Conseil numéro 3. Eh bien, puisque tu es un coach de détection de mensonges, Camille, permets-moi d'ajouter un conseil. Si tu veux démasquer un menteur, eh bien, demande-lui de te raconter une histoire à l'envers. C'est imparable. Il y a ça dans toutes les séries. Le menteur est incapable de raconter une histoire à l'envers, car il fonctionne avec des phrases répétées. Essaye ça, tu m'en diras des nouvelles. Mais tout le monde ment, entre 10 et 200 fois par jour. Alors maintenant, Camille, elle veut brûler les livres. Enfin, je veux dire par là, elle veut acheter tous les livres de Julien pour les détruire. Mais elle est devenue complètement folle, Camille. C'est des trucs de dictateur, ça, elle se prend pour qui? Mais attends, faut que quelqu'un lui dise d'arrêter, c'est pas à elle de décider ça. J'ai laissé passer 3 épisodes, mais là, c'est vraiment plus possible. Sache, Camille, que je défends le mensonge. Moi, je passe mon temps à mentir. Et ça m'amuse. Amuse-toi un peu plus, Camille. Ton podcast, il est devenu vraiment trop boring. Tant que le lion ne racontera pas son histoire, le chasseur sera le héros. Bonjour, je suis Camille d'une belle histoire. C'est moi qui ai envoyé le mail à propos du podcast hier. Oui, c'est bien moi. Je sais toujours pas pourquoi ni qui aurait intérêt à nous envoyer toutes les archives. Sauf mon visage, bien sûr. Ah mais il m'a peut-être espionné pendant que j'étais là-bas. C'est pas de ma faute, c'est Julien qui a instauré ce doute en moi. C'est un peu troublant, je pense, de dire qu'il n'a jamais perdu confiance. Mais non, mais j'ai rien inventé. On y va? Et maintenant, une si belle histoire, épisode 5. C'est vraiment un rêve qui m'attend. Je crois que je suis assez seule, en fait. Petit rappel des faits. Invité dans plusieurs émissions de télé, Julien raconte être rescapé d'un grave accident de vélo et devient un des anonymes les plus célèbres de l'histoire des médias. Il va lui falloir du temps pour accepter que ce corps ne fonctionne plus comme avant et apprendre à se reconstruire. 2 ans précisément. 2 ans d'exercice avant de se tenir debout et de s'imaginer un avenir. Quand je suis sorti de l'hôpital, à la dernière séance de rééducation, j'ai regardé vers le ciel. Je suis pas croyant, mais là, vraiment, je me suis dit Ok, c'est pas pour maintenant. Pourtant, l'histoire était un peu trop belle. En vérité, Julien a tout inventé. Zoé Vallotton. Je lui reparle de l'accident, de mes doutes, et donc là il s'énerve. À ce moment-là, on est passé au tutoiement et il me dit « J'en ai marre, que tu doutes de mon histoire, viens chez moi, viens, je te montrerai mes cicatrices, je vais me déshabiller pour que tu puisses le voir. » J'essaie de calmer le jeu, je lui dis « Écoute, on n'en est pas là, moi je sais plus trop quoi faire à ce moment-là. » Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on est en lien avec Julien, parfois je le crois, parfois je le crois plus, et en même temps je sais bien
que quelque part il me manipule. C'est un peu comme un rapport pervers en fait entre nous. Mais bon, voilà, à ce moment-là, au moment de ce coup de fil, moi j'ai vraiment décidé de publier mon article. Je suis déterminée et du coup je lui dis, écoute Julien, on peut encore sauver quelque chose de cette histoire. Tu peux me parler, tu peux tout me dire. Quoi qu'il arrive, je vais publier mon article. Je vais raconter tous tes mensonges. Je vais faire part de toutes mes découvertes. L'accident, le coma, le roller sur descente, le film, tout. Donc cet article, il va paraître avec ou sans toi. Et en fait, il vaudrait mieux que ce soit avec toi. Je dois te confier que le moral n'est pas au beau fixe. Outre les disputes répétées avec ma productrice, je constate des effets inattendus depuis la mise en ligne des podcasts. Bon, donc dans l'épisode 4, je t'ai raconté mon étonnement de voir que les seules traces de l'histoire du mensonge de Julien, c'est le livre qu'il a écrit, qui est certes épuisé et paru sous un autre nom, mais qu'on peut quand même encore trouver sur Internet ou dans des librairies d'occasion. Ce que j'ai pu vérifier moi-même en me rendant dans une de ces librairies. Mais c'est vrai, je m'attendais pas du tout à ce que vous tous, vous toutes, vous cherchiez à vous procurer ce livre, puisque je vous avais dit que tout ce qu'il racontait était faux. Voilà, j'avais pas donné le bon nom, mais vous avez quand même réussi à le trouver, ce livre. Et comme visiblement vous vous êtes passionnés pour son histoire, toutes et tous en même temps, paradoxalement, le livre de Julien a pris une valeur totalement inattendue. Il y a 3 semaines, on le trouvait pour 2 ou 3 euros, et maintenant l'exemplaire le moins cher est à 90. Belle victoire! Ça signifie que je peux plus acheter tous les exemplaires qui restent, ça me coûterait trop cher. Ça signifie aussi que plein de gens se font de l'argent grâce à ce livre que précisément j'aurais aimé détruire. Mais surtout, ça veut dire que ce livre a comme une deuxième vie, et que la version des faits de Julien s'impose à nouveau partout. J'ai l'impression d'avoir propagé un virus qui va pas s'arrêter. En fait, j'ai peur qu'on en arrive à imprimer de nouveaux exemplaires et que ce livre soit un succès. Et même en te racontant tout ça, je suis presque certaine que tu vas encore plus avoir envie de l'acheter. Je me sens complètement démunie. Et je sais plus si je dois t'en parler ou pas. Parler de ce livre, de cette histoire, de Julien, et puis... Et comme je suis dans le coma et que ça évolue pas, je les intéresse plus. Je sais pas s'ils plaisantent ou pas, hein, mais j'entends vraiment ça. Est-ce que tout ça en vaut bien la chandelle ? Et puis chaque jour, hein, ils discutent et j'ai peur que tout d'un coup ils appuient sur le bouton. Et que là, ça s'arrête, que ma vie s'arrête. Je crois que c'est la moindre des choses de te donner des nouvelles de mon libraire avec qui j'ai discuté dans l'épisode 4. Enfin, mon faux libraire donc, puisque tu t'en souviens, il n'était que de passage dans cette librairie. J'ai appris ce matin qu'il avait été arrêté, dans un autre pays. J'ai reconnu son visage aux infos. C'est un écrivain célèbre qui a fui son pays parce qu'il était pourchassé pour ses écrits. Tu vois, là, ce qu'il y a dans ma tête en ce moment, c'est que ma productrice a raison depuis le début. J'ai même pas été capable de sentir que cette rencontre, c'était une chance inouïe et que j'aurais dû l'interviewer. C'est ça qui vous aurait intéressé. C'était une occasion unique. Par le passé, j'ai souvent eu cette chance de tomber sur des personnes atypiques ou inspirantes. Et là, j'en ai rien fait. Oui, je m'en veux. Et je vais encore m'en vouloir. J'aurais pu faire un entretien avec cet écrivain juste avant qu'il ne finisse en prison pour je sais même pas combien de temps. Je sais même pas pourquoi j'enregistre tout ça. Le problème, c'est les pensées négatives. Car ce que j'avais fini par me dire, c'est que j'allais passer le reste de ma vie comme ça. Seul, avec mes pensées. Alors à un moment, c'était plus possible. J'ai essayé de voir les choses positives. Dans cet épisode, je vais tenter de comprendre comment Julien a pu mystifier tant de personnes. Je vais chercher à savoir comment les médias vérifient les propos de témoins dans les émissions. Pour ça, j'ai rencontré plusieurs fact-checkers qui m'expliquent comment ils travaillent. Je te propose d'écouter l'une d'entre eux. Alors, quand un politique, par exemple, tu vois, cite un chiffre, une affirmation, une citation, tout ça, c'est examiné et confronté aux données. Parfois, les propos sont vrais, et alors il n'y a pas de souci, et parfois, ils sont faux.
Et le fact-checking permet de dénoncer ce qu'il a dit de faux. Dans certains cas, les propos sont ni vrais ni faux. Il y a simplement eu comme un raccourci. Là, on reprécise les choses. Une vérification, ça peut prendre des heures et des heures. Notamment quand on doit examiner un rapport qui fait des centaines de pages, un document complexe, genre des documents bancaires dans le cadre des enquêtes sur les fraudes fiscales, ça prend du temps. Et toi, tu fais ça? Ouais, je fais ça, la plupart du temps, je fais ça. Et genre là, en ce moment, par exemple, tu travailles sur quoi? Bah là, c'est un peu technique. Il y a un journaliste qui m'a apporté des photos et je dois vérifier que les photos ont bien été prises à l'endroit où elles sont censées avoir été prises. Et c'est possible de faire ça? De vérifier? Oui, c'est tout à fait possible. Bah, on a des logiciels pour savoir d'où viennent les photos. D'ailleurs, il faut qu'on se méfie de ça parce que si nous, journalistes, on peut retrouver l'origine d'une photo, d'autres personnes peuvent le faire aussi. Tu vois, ça veut dire qu'en tant que journaliste, on a une responsabilité. Même quand on s'arrange pour anonymiser une personne sur une photo, en fait, une personne peut retrouver une autre personne et ainsi de suite. Par exemple, un journal publie une photo de quelqu'un, mais en l'ayant anonymisé. Donc, par exemple, on a flouté son visage, on a joué avec les noirs, enfin, du moins, tu vois. Bref, on voit pas son visage, quoi. Et on peut quand même avoir des indices, par exemple, être capable de reconnaître l'endroit où la photo a été prise. Et ça peut suffire à permettre de le reconnaître. Ok. Tu vois, une fois, par exemple, il y a un prof qui se fait prendre en photo, alors de manière anonyme, mais devant son école. Et tu vois l'école dans le fond. Tu vois, on est à l'extérieur, mais tu vois l'école, tu reconnais l'école. Bah, du coup, ensuite, t'additionnes les noms des profs, les années d'ancienneté, l'année de la photo, enfin, tu peux retrouver très vite qui est la personne. Et ça devient de plus en plus grave, en plus. Maintenant, on commence à penser comment déflouter éventuellement des visages qui ont été au préalable floutés. Tu veux dire, mais avec comment? Avec l'évolution de la technologie, et l'IA, et la reconnaissance faciale, tous ces trucs, enfin... Pendant la pause, j'ai écouté le problème? j'ai écouté là ton épisode sur le fact-checking. Et vraiment, je vois pas l'intérêt. Le quoi? Le fact-checking, comme tu dis là. C'est pas comme ça que vous dites? Voilà, le fact-checking. Si t'as pas un mot français pour ça. Oui. Mais quoi, le fact-checking? Je vois pas à quoi ça sert. On fait un podcast sur un mec qui ment, donc c'est important de montrer comment justement à l'avenir on pourrait essayer de vérifier les informations qu'on nous donne, tu crois pas? Je sais pas comment on va s'en sortir de cette histoire. Et le cas de Julien dont je t'ai parlé, dont t'as le dossier là, comment tu l'analyserais en termes de fact-checking? Alors déjà, Julien est ce qu'on appelle un témoin. Il n'a pas de fonction particulière. Enfin, je veux dire que son métier est pas important dans cette histoire. Ce qu'il a vécu là, son accident, c'est une histoire personnelle. A priori, on n'est pas méfiant. On n'a aucune raison de remettre en question son témoignage. C'est pas un homme politique qui dit qu'il y a 25% de chômeurs dans telle ou telle ville pour la stigmatiser, tu vois, et gagner des voix. Moi, Julien, il raconte son histoire, et puis nous, on se dit qu'on n'a aucun intérêt, a priori, de penser qu'il est en train de mentir. Il n'est pas là pour convaincre des électeurs, ou défendre les idées d'un parti, ou une cause, enfin, c'est pas un militant. Il n'a pas de raison d'exagérer un chiffre d'affaires si c'est quelqu'un qui possède une entreprise, il raconte sa vie. Il a rien à gagner, je pense. Oui, donc en fait, ce que tu dis, c'est que, à cause de tout ça, nous, on n'a pas du tout la même vigilance quand il s'agit d'histoires personnelles, comme dans ce cas. Bien sûr, on voit pas pourquoi ils mentiraient, c'est tout. Ce sont des gens qui racontent leur vie. Il y a moins d'enjeux, ils parlent pour eux-mêmes. Ils représentent personne. Mais du coup, là, si toi, tu dois vérifier son histoire à Julien, comment tu ferais? Quand c'est des personnes lambda, tu peux quand même vérifier des trucs. S'ils ont bien eu tel ou tel diplôme, s'ils travaillent bien là où ils disent qu'ils travaillent. Il y a aussi toutes les traces sur les réseaux sociaux, tu peux recouper les infos. Et dans le cas de Julien en particulier, sur quoi tu t'appuierais? Là, d'abord, à l'origine de tout, je remarque qu'il y a un accident sur la voie publique. Donc, on peut appeler la police de la ville où l'accident s'est produit, pour savoir s'il y a bien eu un accident ce jour-là, à l'endroit où il dit qu'il y a eu l'accident. Grave. Oui, mais non, en même temps, rien n'oblige la police à te donner les informations. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? La police est jamais obligée de parler. En fait, il existe un truc qui s'appelle le TAJ. C'est le traitement des antécédents des affaires judiciaires. C'est une sorte de fichier où sont consignés toutes sortes de faits, infractions, crimes, délits, tout ça. Ça peut concerner des trucs hyper graves, hein. Mais en tant que journaliste, t'as pas le droit théoriquement de consulter ce fichier. Donc tu peux pas leur demander directement si Julien a eu un accident. Oui, donc en fait c'est foutu de ce côté-là, c'est ça que tu me dis. Ça dépend de ton rapport à la police. Enfin, si tu connais les flics, tu peux essayer de leur demander, mais ils sont pas obligés de te répondre. Ah ouais? Et tu fais ce type de demande, toi, parfois? C'est très délicat parce que la consultation du fichier laisse des traces. Donc si je demande à un flic, ce serait... Il y aura son nom dans le registre, il faudra qu'il justifie pourquoi il a consulté le fichier, et puis si c'est prouvé qu'il a pas de motif valable, ça peut être touchy pour lui. Surtout si, au même moment,
Il y a des révélations dans la presse sur la personne impliquée. On va forcément faire le lien entre le fait qu'il a consulté le fichier et les infos qui sont publiées. Et là, en fait, le flic, il peut avoir des ennuis, quoi. Aujourd'hui, ça serait encore possible de le consulter, ce fichier ? Bah, ça dépend, l'accident, il a eu lieu il y a combien de temps ? 20 ans, enfin à peu près 20 ans. Ah bah non, mais... Non, le TAJ, il conserve les infos pendant 15 ans. Et si Julien, il a bien eu un accident et que c'est aussi grave qu'il le dit, bah malheureusement, on peut pas le retrouver dans le fichier. On peut plus vérifier de ce côté-là, en fait. Ok, d'accord, mais alors... Ok, on peut plus vérifier de ce côté-là, mais Julien, il a été accidenté, donc... Enfin, soi-disant. Donc, il a été à l'hôpital, soi-disant. Donc, est-ce qu'on peut vérifier de ce côté-là ? Côté médical. Là, c'est encore plus compliqué, là. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mais tu me bloques de tous les côtés, là. Mais non, mais bon, l'hôpital, c'est les conséquences de l'accident. Ok, mais il dit qu'il y est allé. Ouais. Qu'il a vu des médecins, qu'il a été hospitalisé. Oui, il en fait des tartines, même. Oui, non, mais je vois pas comment on pourrait fact-checker. Hello, il y a le secret médical. Un journaliste peut rien faire contre ça. Aucun médecin te donnera des infos. C'est radical, secret médical. Mais donc on peut pas savoir si le gars a réellement été hospitalisé. Mais non, on peut pas. Les médecins répondront pas. Donc on est coincé. Non, on n'est pas coincé. Il y a toujours des moyens. Mais par exemple, ce qui m'a marqué dans les images que tu m'as montrées, c'est que Julien est le seul à parler de son histoire. Parce que, enfin, tu m'as envoyé toutes les archives là que t'as ? Oui, je t'ai tout envoyé. Tout ce que j'ai reçu, c'est... Attends, pardon. Ah, c'est Isa, c'est ma productrice. Tu peux prendre si tu veux. Ah non, j'ai pas du tout envie. De toute façon, à chaque fois qu'elle m'appelle en ce moment, c'est simple, c'est soit pour m'engueuler, soit pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Ouais. Je te jure, je vois son nom sur l'écran, ça me donne envie d'éteindre le téléphone. C'est Mais vous vous êtes fâchés, enfin ça allait bien entre vous avant. Enfin, vous avez toujours été genre amis, complices. Bah oui, tout à fait. Mais en ce moment, c'est plus le cas. Franchement, Okay. je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on part un peu chacune dans notre direction et que le train s'éloigne. Oh, c'est beau ce que tu dis. Ouais. Je t'avoue que c'est pas hyper feng shui. J'imagine qu'elle se disait qu'on ferait ce podcast toute notre vie et qu'elle se sent trahie parce que... Enfin bon, bref. On peut revenir. Franchement, c'était plus intéressant. Qu'est-ce que tu disais sur cette histoire de Ok, bon, d'accord. Solitude, fact-checking, Julien tout seul? Ouais, Julien tout seul, ouais. Je disais que c'est étrange, Julien tout seul, tu vois, dans son histoire. Tu vois, pourquoi est-ce qu'on voit aucun proche de lui dans les reportages ou aucun témoin de l'accident? Ouais, c'est clair. Ou même un médecin qui l'aurait aidé dans sa convalescence. On n'a que la parole de Julien, qui est sa mère, son père, tu vois, on sait pas. Hein. Dans ce type de reportage, normalement, on a souvent au moins une autre personne. Bah oui, bien sûr, c'est clair. Enfin, ceci étant dit, je sais... Enfin, Zoé Vallotton s'était déjà posé la question. Tu sais, Zoé Vallotton, c'est la meuf qui a démythifié son histoire, là. Oui. Ouais. Et ben, en fait, dans une émission que j'ai vue, elle revient justement sur ce point et elle dit qu'en gros, Julien disait qu'il ne voulait pas qu'on voit d'autres personnes que lui. Soi-disant qu'il ne voulait exposer personne. Il présente ça comme son éthique personnelle, en mode genre pudeur et tout. Et il dit aussi qu'il était proche de personne à ce moment-là, qu'il était très seul. Mais ça, c'est des arguments... qu'est-ce que tu peux répondre ? C'est pour ça qu'il y a que lui dans les reportages ou dans les émissions. Ouais, enfin ça justement, ça devrait tout de même un peu nous alerter, tu vois. Quelqu'un qui dit que personne d'autre ne peut parler de son histoire. Mais admettons qu'il n'y ait que lui qui parle. Il y a quand même des moyens de vérifier ce qu'il dit. On peut dire à Julien, c'est d'accord, il n'y aura que vous sur le sujet, mais en revanche, j'ai vraiment besoin de parler à d'autres personnes que vous, des gens que vous connaissez, même de loin, pour discuter. Mais c'est juste pour moi, pour avoir des infos, et je les mettrai pas dans le reportage. Mais peut-être qu'un journaliste lui a dit ça et que Julien n'a pas accepté. Bah, raison de plus pour se méfier. Hein. Je comprends sa volonté de protéger des proches, mais ça doit toujours nous inciter à être plus vigilantes. Ça veut probablement dire qu'aucun journaliste n'a même pris la peine de demander à parler à quelqu'un d'autre que lui, même en off en fait. Enfin, jusqu'à Zoé Vallotton. Ah ouais, ou alors, et plus vraisemblablement, les journalistes ont demandé à Julien s'il pouvait parler à son entourage, mais Julien n'a pas voulu. Et en dépit de ce refus, ils ont continué à le filmer et à le croire. Mais comment ça se fait? C'est dingue. Mais je comprends son histoire, c'est vraiment une très très belle histoire, quoi. Oui, donc en fait, c'est difficile en tant que journaliste d'imposer à un témoin de parler à ses proches s'il veut pas. Oui, bon, après tu peux contourner aussi. Tu vois, par exemple, tu pourrais demander à Julien s'il a reçu des messages de soutien pendant sa convalescence, des mails, des SMS, pour pouvoir les citer, même de manière anonyme. Et là, tu déranges pas les proches. Ah oui, mais grave. Si Julien refuse, ou qu'il a absolument aucune trace, ça commence vraiment à être louche. En même temps, on n'est pas dans la situation d'opposition entre deux personnes. Je veux dire, on n'est pas dans la situation où quelqu'un accuse quelqu'un d'autre de quelque chose. Mais qu'est-ce que ça change? Bah oui, mais dans ce cas-là, on aurait vraiment besoin de vérifier ce que la personne dit, parce qu'elle met en cause une autre personne.
Dans ce cas-là, tu peux pas te contenter d'une seule version. Oui, c'est clair, mais... Bah ouais, mais là, dans l'histoire de Julien, il accuse personne. C'est pas anormal si personne s'est méfié. Et sur l'autre partie de l'histoire, là, justement, tout le délire du roller sur descente. Bah quand même, il prétend avoir quelques titres dans le domaine du sport roller sur descente, donc là, tout le monde s'est fait un peu avoir. Hein. C'est quand même facile à vérifier. Oui, mais en même temps, on pourrait dire que c'était une discipline nouvelle, qu'il n'y avait pas encore un gros public. Mais discipline nouvelle ou pas, tu peux vérifier. Oui, c'est clair. C'est lié à l'accident, alors tu vois, les journalistes, ils se sont pas méfiés. Après, son récit, il est compliqué à vérifier. Qu'est-ce que tu veux dire ? Bah, il parle de ses émotions, de la manière dont il a vécu tout ça. C'est son ressenti, tu vois, c'est hyper perso. Comment tu fais pour mettre en doute ça ? Quand tu le regardes et que tu l'écoutes, t'as l'impression qu'il a vraiment vécu tout ça. Tu vois, il est vraiment très convaincant. Hein. Tu fais comment pour fact-checker un ressenti ? Comment je fais pour vérifier que t'as pas éprouvé tel ou tel sentiment ? Dans son cas, c'est peut-être pour ça que personne n'a vérifié si son histoire était vraie ou pas. Quand on est ému, on pense pas une seule seconde qu'on est en train de nous mentir. C'est une parole qui a l'air authentique. C'est glauque. Tu veux dire que c'est normal que les gens n'aient pas cherché à vérifier parce qu'ils étaient émus ? Non, j'ai pas dit ça, mais je trouve, selon moi, c'est normal d'être ému par son histoire. C'est normal qu'un journaliste soit ému qui ressente des choses pendant la rencontre avec quelqu'un. En revanche, il doit toujours y avoir un deuxième journaliste en toi qui te dit, qui lutte comme ça contre le premier, là, qui intervient après la rencontre quand tu rentres chez toi ou au boulot, et qui te dit, ok, tu ressens des choses, c'est bien, mais attention, reste vigilante et vérifie tout ce qu'on te dit. Ça me fait un peu trembler ce que tu dis, parce que moi, j'ai parlé avec pas mal de gens ces 10 dernières années, et je trouve que c'est vrai, t'as raison, mais c'est pas évident d'être rationnel. Je veux dire, surtout avec les victimes, enfin les gens qui ont vécu des choses difficiles. Ouais, mais tu vois ce qui se passe quand tu restes prisonnière des émotions que t'as ressenties en reportage. Et tu vois, je crois que c'est ça le problème dans cette histoire. Face à des victimes, on n'ose pas être aussi rigoureux qu'avec n'importe quel autre sujet. On a peur d'être brutal, d'être impoli, on a peur aussi de perdre la confiance que la personne est en train de nous donner, tu vois. Bien sûr. C'est ça qui est pas évident. T'es dans l'empathie, et puis tu t'es peut-être même identifié au témoin. Puis après, tu dois d'un coup prendre des distances avec lui, avec toi-même aussi, et commencer à te méfier. Tu peux culpabiliser de remettre en question le témoignage d'une victime, mais en vrai, c'est ça qu'il faut faire. T'as l'air perplexe, là. Oui, je me dis que c'est le genre de truc que ma productrice aurait dû me dire il y a longtemps. Jusqu'ici, j'ai jamais voulu faire ce podcast en acceptant de douter de tout en permanence. J'ai jamais essayé de remettre en question ce qu'on me disait. Je sais pas, je le voyais comme un échange d'expériences, et je sais pas, je me dis qu'en fait là, peut-être que je suis passée complètement à côté de la vérité de la plupart des gens que j'ai interviewés. Entre fact-checkers, on se fait cette blague souvent. Pour connaître la vérité sur quelqu'un, il faut qu'il soit mort. Oh putain, mais qu'est-ce que tu racontes ? Quand quelqu'un meurt, il y a une autopsie. Oh ! Ben ouais, mais là, on sait tout de quelqu'un. Regarde, il y a quelques semaines, on a analysé les mèches de cheveux de Beethoven. Non mais, on a découvert qu'il avait de graves problèmes au foie parce qu'il buvait beaucoup, et puis qu'il avait des enfants hors mariage. Ça a confirmé ce qu'il racontait dans son journal intime, et puis son amour pour le vin, tout ça. L'analyse de l'ADN a montré que Beethoven avait donc eu une hépatite B. Allez, prenons un autre exemple. Tu vois, quelqu'un te dit « Non, moi je bois pas d'alcool ». Eh ben son ADN peut dire le contraire. Oui, enfin c'est un peu complexe quand même comme processus. Oui, non mais ce que je veux dire c'est que, d'une certaine manière, on connaît mieux quelqu'un quand il est mort. Bon, ça, c'est limite aussi. Hein. L'analyse ADN n'a pas expliqué pourquoi Beethoven était sourd, par exemple. Tu vois, tout le monde garde ses mystères, même au-delà de la mort. Moi, quand j'entends tout ça, ce qui se passe dans ma tête, c'est que je me dis « Ok, en fait, ça fait 10 ans que j'interviewe des témoins, que je leur fais raconter leurs histoires, et là, je dois bien l'admettre, je réalise que jamais on a vérifié ce qu'ils disaient. » C'est comme ça, en fait. C'est le concept de l'émission. C'est le concept de Une belle histoire. Souvent, il a fallu des jours et des jours pour obtenir leur confiance, pour les convaincre de s'exprimer au micro. Et en plus, souvent, c'est très difficile pour la personne, même si pour certains, ça a certainement eu une valeur cathartique de parler. Mais je ne me suis jamais vue, une fois l'enregistrement dans la boîte, comme on dit,
me transformer en enquêteur qui remettrait en cause tout ce qui avait été dit. En fait, je me suis même pas vraiment posé la question. J'aurais eu trop peur qu'il se rétracte. Que le lien de confiance se brise. Et là, je me dis, mais en fait, est-ce que certains m'ont menti ? Et je sais pas, à vrai dire. En tout cas, j'ai surtout donné la parole à des personnes qui ne s'étaient jamais exprimées dans les médias et qui ne l'ont fait qu'une fois, dans notre podcast. Et j'ai peut-être eu des menteurs et des menteuses. Mais des menteurs et des menteuses d'un jour. Je veux dire, je cherche pas à paraître plus vertueuse que les autres en racontant l'histoire de Julien. En fait, je cherche juste à provoquer une discussion, un débat, vous comprenez ? Qu'est-ce qui se passe si nous donnons la parole à des victimes qui s'avèrent être des mythomanes ? Mais alors plus personne ne croira plus personne ? Et les causes que nous défendons deviendront inaudibles ? Je sens que plus que jamais, j'ai besoin d'arrêter d'écouter les autres, d'écouter les témoins, et qu'il est temps pour moi d'assumer, d'animer ce podcast. J'arrive plus à faire confiance à quelqu'un en fait. Je suis tombée sur des récits de personnes, des sportifs surtout, qui avaient eu des accidents, qui s'étaient blessés. Il y avait des vidéos avec leurs témoignages, et à force d'en regarder, plus j'en regardais, et plus je finissais par trouver des ressemblances. Enfin, chaque histoire est différente, bien sûr, mais disons qu'il y avait des points communs. Et puis un jour, bingo, je tombe sur le témoignage d'une sportive et c'était les mêmes mots que ceux que Julien avait prononcés dans un témoignage. Mais un truc de fou, Julien, en fait, il avait repompé toute une partie du récit de cette sportive. Et là, je me suis dit, il a rien inventé, en fait. Il s'est juste inspiré de témoignages réels qu'il a mis bout à bout. Et c'est ça, le mensonge de Julien. Et en cherchant encore un peu, je suis tombée sur un deuxième témoignage. Et là, bingo aussi, tout ce qui concernait le coma, eh bien, Julien l'avait piqué dans ce témoignage-là. Et c'est ça qui est fou. Il a rien inventé, il a tout emprunté. J'ai même fait des recherches dans les archives de mon journal. Et on avait donné, nous aussi, la parole à ces sportifs qui avaient été accidentés. Donc, en fait, le truc fou, c'est que si ça se trouve, Julien, il a puisé dans mon propre journal des pans entiers de son histoire. Non, mais il faut se rendre compte, en fait. On faisait, nous, des portraits de Julien au journal et il nous racontait des choses qu'il avait sans doute lues dans le même journal quelque temps avant, quoi. Et le pire, c'est que ça a un nom, ça. Dans le journalisme, le fait de piquer des choses à droite, à gauche, sans citer les sources. C'est ce qu'on appelle le parasitisme. Ça ressemble à du plagiat, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est pas les parties d'un livre ou d'un article que tu empruntes, mais plein de petits bouts partout. Et le copieur va utiliser tous ces petits extraits pour rédiger son propre article. Et quand le parasitisme est bien fait, tu t'aperçois pas que ça en est. Et il y a ça tous les jours dans la presse. Alors, j'espère quand même qu'il n'y a pas trop de collègues qui font ça, parce que c'est pas très honnête. Mais bon, tout va vite, parfois on n'a pas le temps, et donc on peut se laisser tenter. Mais Julien, lui, il est pas journaliste. Alors, comment il a eu l'idée de faire du parasitisme, ça, je sais pas. En tout cas, rien ne semble venir de sa vraie vie, ni de son imagination, du coup, d'ailleurs. Ce qu'il raconte est arrivé à d'autres, pas à une seule personne, mais à plein de gens. Et Julien, il a regroupé tous ces fragments empruntés, et avec tout ça, il a créé son propre personnage. Alors, j'ai découvert ça, mais il y a une chose que j'ai jamais réussi à expliquer, c'est pourquoi il a menti. Son vrai vécu, sa vraie histoire. Ce mec, pour moi, c'est comme s'il n'existait pas vraiment, en fait, en dehors du personnage qu'il s'est inventé, en dehors de son mensonge. Il reste un vrai mystère. La résilience, ça fait partie de mon quotidien. Une vraie notion de bien-être, de lâcher prise, de me recentrer sur moi-même dans tous les bienfaits qu'on connaît du sport. Je crois que le sport vraiment m'a sauvé la vie. Sans le sport, sans la rencontre avec le roller sur descente, je ne serais pas en vie, tout simplement. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma reconstruction après le coma. C'est vrai, la reconstruction, la cicatrisation, ça se fait beaucoup plus rapidement quand on est sportif. Quand j'ai commencé, après mon voyage, à pratiquer vraiment quasiment 12 heures par semaine d'entraînement, de roller, j'ai bien senti que non seulement ça renforçait le corps, mais le mental aussi. Et cet esprit compétition avec soi-même, ça m'a sorti beaucoup plus rapidement de la rééducation. Sinon, ça aurait été très, 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 très long. On a des nouvelles de Julien. Qu'est-ce qu'il veut ?
Bah, que tu l'interviewes, ça depuis le début. Hein. Écoute, il dit qu'il n'a pas menti. Il dit qu'il n'a pas menti? Mais c'est un taré. On a une séquence télé où il avoue qu'il a pipoté. Il dit qu'il a vraiment eu un accident et qu'il n'a pas menti. Mais il n'a pas eu d'accident. Si, il dit qu'il a eu un accident, que ça l'a perturbé, qu'il a commencé à en parler et qu'il a vu l'effet que ça produisait sur les gens. Et d'émission en émission, il a vu comment ça se développait et du coup, il a eu peur pour revenir en arrière. Il a dit qu'il avait menti pour arrêter tout ça. Ça se tient. Mais ça se tient absolument pas. Ça n'a aucun sens. En plus, il n'a pas menti que sur son accident, il a menti sur l'histoire du roller sur descente. C'est un mytho. Mais non, c'est pareil. Il dit qu'ensuite, il a vu le pouvoir qu'il avait sur les gens et il a voulu tester le mensonge, de voir ce que ça allait donner pour faire une sorte d'étude sur les médias. C'est intéressant, c'est exactement ce que tu veux faire là, la même chose. N'importe quoi, attends, comment tu peux dire ça? Donc il aurait volontairement menti sur cette histoire de roller sur descente pour vérifier son pouvoir sur les médias, c'est ça que je suis censée croire? Oui, et ça c'est... Il a été grisé par son mensonge et il s'en est ensuite... il a tout arrêté en disant qu'il avait menti. C'est possible, mais écoute. Isaac, une personne comme toi ne peut pas croire ça. Regarde, ça n'a aucun sens. Il dit tout ça maintenant. Mais au moment où Zoé Vallotton l'a démasqué, il ne disait pas ça. Pourquoi il l'a pas dit au moment où elle l'a démasqué? Mais l'histoire est peut-être plus compliquée, Camille, que ce que tu veux simplement voir. Mais d'accord? Il ne s'agit pas d'interprétation. Zoé Vallotton l'a démasqué. À ce moment-là, il a dit qu'il avait menti. Pourquoi, tant d'années après, il prétend que son argument secret, c'était qu'en fait, il avait volontairement menti? Écoute, je comprends bien ce que tu me dis. Ce que je veux t'expliquer, c'est que là, Julien, il est là, il voudrait que tu l'interviewes. Il est peut-être de bonne foi et il amène... Écoute-moi. Et il a des arguments. Il explique simplement qu'il était de bonne foi, qu'il a eu un accident, qu'il a menti, qu'il s'est laissé prendre par son mensonge, et il arrive avec ça maintenant. Regarde, écoute-moi, regarde la suite. Là. C'est quoi sa proposition? Regarde, il a apporté un sac de farine. Attends. Je te laisse regarder. C'est une blague. Il dit qu'au Moyen-Âge, on mettait de la farine dans la bouche des personnes accusées. Quoi? Et que si leur bouche s'asséchait, alors ça voulait dire qu'ils mentaient. Une personne qui ment a la bouche qui s'assèche, c'est ce qu'on croyait. Il veut qu'on lui mette de la farine dans la bouche. Mais non, regarde, voilà ce qu'il a écrit. Je ne vais pas, bien sûr, me mettre de la farine dans la bouche, mais je suis prêt à passer un test avec les instruments les plus modernes. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu l'interviewes. Et je peux te dire qu'il n'est pas le seul. Hein. Non, je te l'ai déjà dit, je ne veux pas le voir. Ce type est un menteur, il va essayer de me manipuler. Il veut que tu l'interviewes et c'est pour ça qu'il accepte de le faire en présence d'un détecteur de mensonges. Attends, quoi? Bah oui. Quoi? Un détecteur de mensonges, une sorte de détecteur de mensonges. Bah écoute, c'est quand même courageux, c'est un logiciel. Alors regarde, il a envoyé des liens. Tiens, je vais te montrer sur l'ordi. Attends. De quoi on parle en fait là? Eh ben de son audace, figure-toi. Alors, voilà. Il dit qu'en fonction de la manière dont tu prononces les mots, on peut mesurer si tu dis la vérité ou pas. Par exemple, une personne considérée comme en train de mentir va avoir un débit de parole plus lent que la moyenne et mettre peu d'intensité sur les 2 premières syllabes des mots et aussi, regarde, garder sa voix en l'air en fin de phrase. Garder sa voix en l'air en fin... Mais attends. C'est labellisé par le CNRS. C'est du délire ce truc. Bah, j'ai vérifié. Écoute, ça a l'air de fonctionner. On pourrait faire ça avec tous les témoins qui ont défilé dans l'émission. Mais dans quel cauchemar je suis là? Dans quelle science-fiction je suis? C'est toi qui me proposes ça? Tu proposes qu'une machine décide si les gens ont menti ou pas? Oui, parce que tu le condamnes d'avance. Donc je te propose de donner une chance à Julien de l'interviewer à ses conditions, qui sont d'avoir le détecteur de mensonges. Mais je ne veux pas parler avec ce type. Et si tu me proposes le détecteur de mensonges, c'est juste parce que tu considères que ça va être bankable et que ça va faire des vues. Tu crois que je te vois pas venir? T'arrêtes de me soupçonner tout le temps là, de vouloir... Tu veux que je te mette de la farine dans la bouche? C'est ce jour-là que j'aurais dû comprendre qu'il était le plus fort. Julien nous emmenait là où il voulait. Et moi j'essayais de résister, mais le courant était trop fort. Pendant que j'accumule toutes les informations sur lui, toutes les preuves de ses mensonges, lui il prépare sa contre-attaque. C'est la dernière fois qu'il a proposé d'intervenir dans l'émission et de faire ami-ami. C'est la dernière fois aussi qu'il a suggéré de m'épargner. Si je refusais cette ultime proposition de faire cœur-cœur avec lui, alors j'allais basculer dans une autre catégorie. Celle où il avait rangé Zoé Vallotton. Et peut-être d'autres personnes.
Voilà. Tu t'en doutes, je n'ai pas utilisé le détecteur de mensonges sonores pour faire son interview. Bien sûr que non. Et c'est vrai, ma productrice n'a pas insisté. C'est pour ça, un instant, j'ai cru que j'avais gagné. J'ai cru qu'il acceptait sa défaite. Mais une fois de plus, c'était une façon bien trop binaire de voir les choses. J'aurais dû me méfier de moi-même. Ce n'est pas parce que j'ai raison que tout va bien se passer pour moi. Julien va très vite revenir vers nous. Et cette fois-ci, ce n'est pas pour faire une interview avec moi. Ce soir-là, je me souviens, je regardais le fameux détecteur avec une certaine attention. Je dois te l'avouer, j'ai été tentée de reprendre une par une toutes les archives de Julien, tous ses passages à la télé, pour les faire examiner par le logiciel. Après tout, le test ne nécessite pas d'être en direct. Autant utiliser des extraits d'interviews plus anciens. Julien avait réussi à être crédible, mais peut-être que si on évalue ses propos avec les techniques d'aujourd'hui, ça va le trahir. Il a réussi à se contrôler dans toutes ses émissions, mais peut-être que son élocution, son débit, les pauses entre les mots, peut-être que tout ça a laissé des indices sonores qu'il serait possible de retrouver aujourd'hui. Mais peut-être aussi qu'il s'est tellement habitué à mentir et à raconter son histoire que le détecteur sonore ne détecterait rien du tout. Aucune hésitation trop longue, aucun bafouillement suspect, aucune répétition étrange. Il n'y avait peut-être plus aucun indice de fuite vocale. Peut-être que Julien croyait sincèrement à son histoire. Et là, je me suis demandé dans quel monde je venais de basculer. Je sais pas. Je comprends pas toujours ce qui se passe. Là, j'ai vécu ça il y a pas très longtemps. Toute une relation basée sur du faux. Alors ça peut pas être complètement basé sur du faux, donc ça peut pas être un mensonge complet fait par l'autre. J'ai du mal de croire à ça. Je pense surtout que c'est moi qui n'ai pas su voir ou qui n'ai pas voulu voir ce qu'était vraiment cette relation. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai voulu l'enjoliver, la rendre plus forte, plus vraie, plus belle, j'en sais rien. Et le jour où il y a eu un crack, j'ai tout pris dans la figure. Parce que là, je me suis rendu compte que j'avais rien compris, que j'avais été trompée sur toute la ligne, que je m'étais trompée sur toute la ligne. L'autre n'a pas démenti, mais moi j'y ai cru. J'ai cru à ce que je croyais. et voilà. Et donc là, ça fait super mal. C'est ça qui est douloureux, en fait. C'est quand on croit à la sincérité des gens et des sentiments des autres et de ce qu'ils nous racontent, et qu'en fait, c'est pas si sincère que ça. Alors, c'est pas sincère comme nous, on le pense. La sincérité, c'est comme la vérité, en fait. C'est personnel, donc ça n'existe pas, je sais pas. Je suis Camille, et tu viens d'écouter l'histoire de Julien. Une si belle histoire. Vous pouvez dès maintenant réagir en nous envoyant un mail ou sur nos réseaux sociaux. On promet de vous répondre, si vous avez des questions, que ce soit sur le mensonge de Julien ou sur la fabrique du podcast. On fera un point sur vos réactions dans le prochain épisode. Une si belle histoire de Marine Anger et Christophe Deloux. Avec dans les rôles principaux Camille Dagen, Camille, Clémence Bucher, Isa, Antoine Ségara, Julien. Et aussi Muriel Amat, Bilal Bachir, Vinnie Bénard, Sylvestre Bouquet, Xavier Delcourt, Mélina Fachin, Laetitia Forge d'Arc, Anaëlle Forveille, Karine Gélébart, Anna et Stella Marx-Wecker, David Martins, Cécile Mourier, Vincent Pellerin, Claire Perron, Sébastien Pierre-Jean, Philippe Piot, Laurent Podetti, Louise Schwartz, Mathieu Singuerlet, Victor Topenot, Kéliane Yousfi et Karine Zenner. Les musiques sont composées et interprétées par Marine Anger et John Caldera. Mixage, Vincent Venet. Dessin d'illustration, Sylvestre Bouquet.
Une si belle histoire est une coproduction par Oui-Dire, la première de Pascal Tison, et Sonia, un monde de récits audio. Ce projet bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de l'IDEX de l'Université de Strasbourg et de ses partenaires CNRS et INSERM dans le cadre de France 2030, Strasbourg capitale du livre UNESCO 2024. Sonia, un monde de récits audio.